Merci. Merci pour l'accueil. Oui, un grand roux, c'est sûr, je ne peux pas le contester. C'est incontestable. Merci à vous toutes et tous. Merci à toi, Laure. Merci à Isabelle Michaud, qui est également présente dans la salle, l'une de nos candidates. À Manon Aubry, notre tête de liste, dont nous sommes fiers. Merci aux équipes techniques qui permettent que ce meeting non seulement soit réalisé, mais qu'il soit également suivi depuis Internet. Et puis merci les militants de la France Insoumise qui sont dans cette salle, qui ont permis l'organisation de ce meeting aussi, parce que bien évidemment, on met souvent en lumière le groupe parlementaire, mais le groupe parlementaire, sans les militants, sans les bénévoles du mouvement, ne serait absolument rien. Alors bravo à vous également. Et puis, un merci tout particulier aux gilets jaunes présents dans cette salle et dont on m'a dit avant de monter sur scène qu'ils avaient spécialement quitté leur rond-point pour venir parmi nous ce soir. Bravo et merci, votre présence nous honore. Et puis bien sûr, merci à vous toutes et tous qui êtes venus, nombreux ce soir, en cette fin du mois de février, pour parler d'Europe, dans un contexte où l'on dit que cette question passionne peu, même si l'on sait que les Françaises, les Français ont bien quelque chose à dire sur le sujet. Si l'on en croit certaines enquêtes d'opinion, ils sont 72% à considérer que le fonctionnement actuel de l'Union européenne est insatisfaisant. Ça nous fait déjà un bon point commun pour démarrer cette soirée. Alors, nous sommes ce soir, comme depuis plusieurs semaines, ainsi qu'en atteste la vidéo que nous venons de regarder ensemble, nous sommes en campagne. Nous sommes en campagne et pour être en campagne, il est nécessaire d'avoir plusieurs ingrédients que nous sommes les seuls à avoir. Nous sommes la seule formation politique à avoir une liste. Et oui, et pour démarrer une élection, c'est mieux. Eh bien, notre liste est connue depuis le mois de décembre dernier. Je le disais, emmenée par Manon Aubry, que vous avez connue dans une autre vie qui n'est pas si lointaine, comme porte-parole d'Oxfam, Manuel Bompard, toutes ces figures que vous connaissez, et puis surtout une liste, il faut le dire, qui est à l'image de la population de ce pays. Nous avions commencé ce travail avec le groupe parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, de faire en sorte que les assemblées, au pluriel, soient davantage représentatives de ce qu'est la population de ce pays. Et oui, je suis fier de pouvoir dire que je siège à côté de Caroline Fiat, députée qui a été aide-soignante. Oui, je suis fier de siéger à côté de Danielle Obono, qui était conservatrice des bibliothèques. Oui, je suis fier de siéger à côté de François Ruffin, qui était, et qui est toujours d'ailleurs, reporter. Et de rappeler aussi, malgré les critiques de la Macronie, que votre humble serviteur était conseiller clientèle sur un plateau téléphonique avant d'être député. Et il faut le rappeler parce que, vous savez, souvent, quand on se déplace, comme c'est souvent le cas désormais, on me demande d'aller dans des collèges, dans des lycées pour parler du rôle de parlementaire. Alors bien sûr, pour ceux qui connaissent le Grand Roux, bon bah voilà, ils me connaissaient déjà, mais pour tous les autres, quand vous leur dites on va accueillir le député, ils s'attendent toujours à voir quelqu'un de bedonnant, d'une 60aine d'années, qui a fait toutes les écoles préétablies pour faire de la politique et qui vise à en faire son métier à vie. Et je commence par leur expliquer ce que j'ai fait avant d'être parlementaire, ce qu'ont fait mes collègues, et de leur dire une chose qu'il faut que nous disions toutes et tous, c'est que dans ces amphithéâtres où on m'envoie parler du rôle de député, il y a dans l'assistance des députés qui s'ignorent. De la même manière que je l'espère dans cette salle, il y a sans doute des élus qui s'ignorent. C'est ça la politique. On doit toutes et tous se la réapproprier. Oui, demain, parmi vous, certains, comme nous, peuvent être à leur tour amenés à tenir la tranchée face aux politiques libérales que nous combattons. Nous sommes donc en campagne avec une liste qui pourrait, si nous gagnons ces élections européennes, changer la composition du Parlement européen. Vous devez savoir qu'actuellement, au Parlement européen, les catégories socio-professionnelles supérieures, c'est comme ça qu'il faut parler, sont surreprésentées, 77%. Au Parlement européen, il n'y a pas d'ouvriers, pas d'étudiants. Nous sommes fiers de vous présenter une liste qui comporte des ouvriers, des étudiants et dans laquelle les professions intermédiaires et les employés sont bien plus représentés qu'ils ne le sont actuellement au Parlement européen. Oui, la liste de la France Insoumise est une liste à l'image de ce pays et nous en sommes fiers. Alors, cette liste de la France Insoumise donne à voir différents portraits de l'insoumission. Parce que l'insoumission, ce n'est pas une valeur que nous privatisons, non, nous la mettons en partage.
et à des postes de combat très différents, qu'ils soient engagés dans l'associatif, dans le syndicalisme, quel que soit même leur poste de travail, l'insoumission s'incarne à travers le pays. Et cette liste en est la preuve. C'est une liste de rassemblement. Il y a à l'intérieur des communistes, des écologistes, d'anciens socialistes comme Emmanuel Morel. Mais ça n'est pas une liste de tambouilles politiciennes, parce que c'est une liste où les participants, les colistiers, sont toutes et tous d'accord sur le fond. Et le socle commun entre tous, c'est qu'ils savent, ils disent, ils expliquent partout où ils vont, qu'il n'est pas possible de mener une politique écologiste, sociale et démocratique ambitieuse dans le cadre de ces traités. Sur cette liste, tout le monde est d'accord pour dire que celles et ceux qui vous chantent à longueur de journée les louanges de l'Europe écologiste qui viendra, de l'Europe sociale, comme ils le font très bien depuis des années, mais qui pensent qu'on peut le faire dans le cadre des traités européens, sont soit des menteurs, soit des naïfs. Nous ne pouvons pas mener une politique ambitieuse en matière écologiste et sociale sans avoir la conséquence de dire qu'il faut le faire en dehors du cadre des traités actuels qui sont une camisole de force. Voilà un socle commun profond de cette liste aux élections européennes. Alors, avoir une liste, c'est un premier ingrédient, mais pour faire campagne, il faut aussi avoir un programme. Et ça aussi, je peux le dire ce soir, nous sommes les seuls. Ça fait beaucoup quand même. Nous sommes les seuls à avoir un programme qui est déjà mis en circulation, qui existe depuis le mois de décembre, qui est mis en circulation et que les militants quotidiennement au porte-à-porte distribuent, popularisent sur des sujets parfois complexes concernant l'Union européenne. Oui, nous avons ce programme. Et souvenez-vous qu'au mois d'août dernier, quand Jean-Luc Mélenchon avait prévenu que notre intention, et c'est toujours notre intention, était de faire de cette élection européenne un référendum anti-Macron, précisément parce que une bonne partie, on peut estimer 20 à 30% des lois qui sont votées ici, au Parlement national, sont directement inspirées des directives européennes. Alors, voter contre Macron ici en France et sa politique, ou voter contre la politique imposée dans le cadre actuel de l'Union européenne, c'était faire la seule et même chose. C'est une explication qui est plutôt claire. Et d'aucuns nous ont répondu, vous voulez faire un référendum anti-Macron parce que vous ne savez pas parler d'Europe. Les mêmes n'ont toujours pas de programme, alors que nous, si. Évidemment, Manon et tous ses colistiers sont prêts et souhaitent d'ailleurs croiser le fer sur le fond, sur les idées, partout où c'est possible. Mais pour cela, il faudrait que Manon et les autres, quand ils sont invités sur les plateaux de télé, puissent parler du programme et puissent parler du fond, plutôt que d'avoir à expliquer pourquoi et en quoi nous ne sommes pas et nous ne serons jamais antisémites. Voilà ce que nous souhaiterions faire à cette heure, pouvoir parler du fond, pouvoir parler des vrais sujets, pas être embarqués dans des polémiques pourries qui nous empêchent de parler de l'essentiel et qui en plus rabougrissent la lutte contre l'antisémitisme et contre le racisme que nous devons mener. Bien évidemment, nous sommes aussi prêts à croiser le fer avec nos principaux adversaires, si ceux-ci ne fuient pas le débat à la première occasion. Car vous ne savez peut-être pas que cette semaine, Manon Aubry avait un débat de prévu avec la tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui à la dernière minute s'est débiné et qui a refusé le débat. Le Rassemblement national fuit le débat avec la France insoumise. Mais de quoi a-t-il donc peur, le Rassemblement national? A-t-il peur que, à la lumière d'un débat avec la France insoumise, n'apparaisse au grand jour le fait que, alors que la population se lève pour réclamer la lutte contre la vie chère et l'augmentation des salaires, lui court les plateaux télé, le Front National, pour dire qu'il est contre la hausse du SMIC? A-t-il peur, le Front National, que se voit qu'au Parlement européen, il vote contre la lutte contre la désindustrialisation? A-t-il peur, le Rassemblement national, que l'on voit qu'au Parlement européen, il vote contre lorsqu'il s'agit d'égalité salariale entre les femmes et les hommes? A-t-il peur, le Front National, toujours prêt, Rassemblement national, c'est vrai, il faut dire comme ça maintenant, toujours prêt à pleurer de chaudes larmes de crocodile contre les traités de libre-échange du type CETA, TAFTA, a-t-il peur que l'on voit que lorsqu'il s'agit de voter contre le TAFTA au Parlement européen, ils sont absents? Oui, le Rassemblement national a peur, il a peur du débat, mais il saura nous trouver face à lui en toute hypothèse. Nous sommes donc en campagne. Et cette campagne, les militants de la France insoumise la mènent avec, comme d'habitude, beaucoup d'enthousiasme. Même dans un moment qui peut paraître difficile, avec des perspectives que l'on parvient peu à mesurer
dans la situation politique qui nous occupe, parce qu'il faut faire rentrer ce 26 mai dans les têtes. Vous avez vu la vidéo, le dispositif national de campagne est assez ambitieux. Et sur le terrain, les militants aussi se relaient, jour après jour, porte après porte, argument après argument, pour défendre ce programme et pour réhabiliter le bulletin de vote comme une issue propulsive à la colère dans notre pays. Et le 26 mai en est une occasion. Alors cet enthousiasme, certains, plutôt que de le partager avec nous, seraient tentés de l'entraver. Et c'est le moment de mon allocution où je vais devoir demander à tous les étudiants, tous les élèves, toutes les professions intermédiaires, tous les chefs d'entreprise et tous les indépendants qui auraient l'intention de voter pour la France insoumise le 26 mai prochain, de quitter la salle, puisque du point de vue des instituts de sondage, il n'existe pas. Désolé de vous l'apprendre, puisque vous avez peut-être vu l'opération qui a été réalisée cette semaine, qui nous fait beaucoup rire, parce qu'on vous a mille fois dit que pour nous, les sondages agissent comme des horoscopes, et que quand ils sont bons, on est content, comme quand le soleil se lève le matin. Mais sinon, nous n'oublions jamais une chose, nous avons commencé une campagne présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon à 9 petits %. Et vous vous rappelez à combien nous avons terminé? 7 millions de personnes ont voté pour l'Avenir en commun, près de 20% l'élection présidentielle. C'est notre travail. Alors néanmoins, cette semaine, on a pu voir combien parfois les sondages, plutôt que de refléter la réalité, visent à introduire un fait d'actualité qui ensuite est resservi allègrement à longueur de journée. C'est ainsi que BVA indique que la France insoumise serait créditée de seulement 7,5%. Elle serait donc derrière Europe Écologie Les Verts et étrangement, quand on regarde tout le détail, catégorie par catégorie, eh bien on est toujours devant. C'est-à-dire que BVA réussit ce coup de force de faire en sorte que chez les CSP+, les CSP- et les retraités, c'est-à-dire toutes les catégories qu'il détaille, la France insoumise est devant. Et puis finalement, au global, elle est derrière. Cherchez l'erreur. Alors, comme nous avons relevé le poteau rose, BVA nous a répondu. Oui, il y a certaines catégories, effectivement, dans lesquelles votre score n'est pas très élevé, il est de 0%. Les élèves, les étudiants, les inactifs, les indépendants et les chefs d'entreprise. C'est juste formidable. Donc nous voyons bien la manipulation politique qu'il peut y avoir derrière. De la même manière, cela a continué le lendemain, avec un autre sondage cette fois, celui des Labs, qui nous donne, lui, à 8,5. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, le sondage des Labs? Il dit que, et là c'est une grande victoire pour nous, 19% des abstentionnistes du premier tour de l'élection présidentielle vont se mobiliser pour aller voter aux élections européennes. Formidable! Parce que nous, notre principal combat dans la période, c'est justement contre l'abstention. Et avant de dire aux gens qu'ils doivent voter pour la France insoumise, évidemment, nous leur disons toujours qu'ils doivent voter pour la France insoumise, nous leur disons d'abord qu'il faut aller voter. Et que dans l'isoloir, le bulletin de vote de l'employé a la même valeur que celui du patron. Le bulletin de vote du très riche, qui a reçu beaucoup de cadeaux d'Emmanuel Macron depuis le début de ce quinquennat, a la même valeur que celui du retraité qui s'est fait durement taper sur la CSG. Donc il faut voter le 26 mai. Et c'est la priorité. Alors, si 19% des abstentionnistes de la présidentielle veulent voter, c'est une grande victoire et nous en sommes contents. Par contre, quand on regarde dans le détail, ces 19% d'abstentionnistes se ventillent à peu près de manière équivalente, selon Elab, dans toutes les listes en présence. 24% d'entre eux iraient vers Europe Écologie, 15% vers La République En Marche, 13% vers la droite, 12% vers le Rassemblement National, 10% vers le PS, et devinez combien pour la France Insoumise? 0%. Allez, c'est. Vous voyez bien à quel point ces sondages tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui sont plus près des prédictions de Paul Le Poulpe ou d'une boule de cristal que de la réalité. Et ça, nous devons le dire. Mais nous ne passerons pas plus de temps à en parler ce soir, car nous avons mieux à faire et une belle campagne à mener. En attendant, j'aime autant leur dire que comme cette semaine, nous avons attrapé et levé le lièvre sur cette question de la manipulation des sondages, et que nous allons continuer. Et nous allons passer à la contre-offensive. Et comme en plus, derrière Manon, en place numéro 2 sur la liste de la France Insoumise, il y a Manuel Bompard, qui est docteur en mathématiques appliquées, j'aime autant vous dire qu'il se fait un plaisir tout particulier de les pourchasser. Alors, en attendant ce 26 mai, je le disais, nous avons un contexte politique très particulier. Et ça n'est pas terminé. Depuis maintenant bientôt 4 mois, dans notre pays, beaucoup ont décidé de faire ce qu'il fallait faire. Récupérer la politique. Faire de la récupération politique. Car les gilets jaunes, salut à eux, présents ce soir dans la salle, et à tous les autres, ont fait au sens noble du terme de la récupération politique.
Parce que discuter sur les ronds-points collectivement, organiser l'action collective, établir ensemble des cahiers de revendications, qu'est-ce que c'est, sinon précisément que de faire de la politique pour ce qu'elle doit être. Et c'est une bonne chose que de voir cette France que l'on disait résignée, abattue, décider de se remettre à faire de la politique et à prendre son destin en main. Bravo pour cette abnégation qui force l'admiration depuis déjà 4 mois. Alors, depuis 4 mois, la Macronie aura absolument tout tenté pour faire diversion et tenter de coller aux Gilets jaunes une autre étiquette que celle qu'ils acceptent de porter, c'est-à-dire celle d'un mouvement pour la justice fiscale, pour la justice sociale et pour la rénovation de nos droits démocratiques. Alors au début, comme ça a commencé contre la hausse injuste de la taxe carbone, on a dit « c'est un mouvement anti-écologiste ». On verra bientôt dans quelques jours combien le mouvement écologiste se rapproche des marches pour le climat. Ensuite, on a dit « c'est un mouvement d'extrême droite, n'y touchez pas ». Puis quand on voit les mots d'ordre qui sont mis en circulation, personne ne peut raisonnablement penser que c'est un mouvement d'extrême droite. Ensuite, et vous savez qu'à la France Insoumise, nous ne sommes pas partisans des stratégies de la violence en politique parce que nous pensons que la condition d'un rapport de force favorable face à ce gouvernement, ce sont des rassemblements de masse et que la condition pour que les rassemblements soient massifs, c'est précisément qu'ils soient pacifiques. Mais comme chaque semaine, il y a eu, c'est vrai, des scènes de violence urbaine, eh bien, on a tenté de résumer le mouvement des Gilets jaunes à un mouvement violent, alors qu'en son sein, il y a des gens qui n'en peuvent plus, des familles parfois, qui se déplacent, qui font des kilomètres pour venir aux manifestations et qui, en rentrant le soir, allument la télévision et ont l'impression de ne pas avoir un compte-rendu très fiable de ce à quoi ils ont participé. Et ça participe aussi du regain de mobilisation, de la volonté de faire sans cesse une démonstration de force. Tout aura été tenté. Jusque le fait de leur coller l'étiquette, pourquoi pas, de complotistes ou même d'antisémites, parce que quelques-uns d'entre eux, abrutis qu'ils sont, s'en sont pris à M. Finkielkraut, quoique nous ne partagions pas le fond, mais dans ce genre de situation, ça ne se discute pas. Non, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas homophobe. Non, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas raciste, n'est pas antisémite. C'est un mouvement pour la justice sociale et fiscale. Et ça, M. Macron, il faut vous le coller dans le crâne, parce que ce n'est rien d'autre que cela. Alors, toutes les diversions ont été tentées, absolument toutes. Et la plus grande diversion d'entre elles se termine dans 15 jours, le grand débat national. Quel franc succès, ce grand débat national, n'est-ce pas? Alors, regardons de plus près. Ils nous disent que le grand débat national est un succès. On demande à vérifier. Et sur toutes les chaînes d'infos, on nous parle du fameux plus d'1 100 000 contributions, waouh, raz-de-marée, etc. Bon, d'abord, il faudrait juste rappeler une chose à Emmanuel Macron, c'est que les Français ne l'ont pas attendu pour organiser un grand débat. Il a eu lieu sur à peu près tous les ronds-points de France. Et puis surtout, c'est lui, Emmanuel Macron, qui a tué dans l'œuf ce grand débat, en annonçant, souvenez-vous-en, le soir de ses vœux, qui ressemblaient plutôt à des remontrances qu'à des vœux, que ce grand débat permettrait de parler de tout, de parler longtemps, le plus longtemps possible, ça l'arrange, mais qu'à la fin, c'est lui, et lui seul, monarque présidentiel, qui déciderait des conclusions qu'il entend tirer de ce grand débat. Et surtout de rajouter, Emmanuel Macron, que ce grand débat ne pourrait rien changer du cap qu'il entend maintenir. Eh bien, nous disons, Emmanuel Macron, les revendications portées par les Gilets jaunes ne sont pas que l'affaire des Gilets jaunes. Parce que derrière ces Françaises, ces Français qui mettent le gilet jaune, il y a tous ceux qui sont d'accord avec eux et qui n'ont pas encore mis le gilet jaune. Et qui peut-être, quand ils s'apercevront que ce grand débat est surtout une grande fumisterie qui vise à occuper tout le monde, à tous les étages, pour que vous, Monsieur Macron, puissiez gagner du temps, alors que vous ne répondrez pas aux revendications, peut-être alors que certains qui ne l'ont pas encore porté auraient pourquoi pas envie de porter le gilet jaune à leur tour. Et quel gâchis pour tous ces élus mobilisés, pour toute cette logistique déployée à travers le pays et ces journalistes, il y en a dans la salle, qui auront beaucoup travaillé sur ce grand débat. Pour quel résultat? Pour quel résultat s'il ne peut pas changer le cap? Alors, regardons de plus près. Ils nous disent 1 100 000 contributions. On est allé voir. Sur le site internet, il y a beaucoup de contributions, mais un contributeur peut contribuer de multiples fois. Alors on a regardé précisément et 53 000 ont répondu à un questionnaire, type questionnaire à choix multiples. Et 122 000 ont porté des contributions effectives. Ça fait 1,4% des électeurs de M. Macron qui ont participé à ce grand débat. C'est assez peu. Et quand on sait que La République En Marche
revendique 411 000 adhérents, ça fait peu d'effectifs de La République En Marche qui s'est intéressé au grand débat qu'a posé M. Macron. Donc ça n'est pas le succès annoncé. Qui plus est, nous, on peut parfois apprécier se comparer à la France Insoumise. Et donc on a regardé, il y a quelques mois, vous devez peut-être vous en souvenir, Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, avait organisé avec les militants à travers le pays une grande votation citoyenne. La question était sur la poursuite ou l'arrêt du nucléaire. C'était une semaine de votation. Et c'était du sérieux, hein. Ce n'était pas un site où vous aviez des milliers de contributions par personne. C'était un processus où il fallait émarger avec les véritables listes électorales, etc. En une semaine, nous avions eu, je vais retrouver le chiffre exact, 314 530 votants. C'est-à-dire en une semaine, 192 500 participants de plus que le grand débat d'Emmanuel Macron qui a duré plusieurs semaines. Donc le succès est tout relatif. Mais qui plus est, et peut-être le pire, c'est qu'alors que nous sommes en campagne électorale, comme nous le faisons avec vous ici ce soir, Emmanuel Macron fait la même chose. Et que dans le cadre de ce grand débat national, vous en aurez bouffé, depuis le 15 janvier, pendant 34 heures sur toutes les chaînes d'information, du Emmanuel Macron en bras de chemise qui fait du bruit avec sa bouche, et dont on ne sait même plus à la fin ce qu'il en ressort, tellement il en a dit et finalement d'ici peu, à tel point que les audiences s'écroulent. Mais tout ça, ça a un coût. Aux frais de qui ? Nous exigeons que ces grands shows d'Emmanuel Macron soient intégrés dans les comptes de campagne de La République En Marche pour les élections européennes. Parce que c'est une campagne électorale maquillée, déguisée en débat national. Et ce n'est rien d'autre que cela. Alors Emmanuel Macron espérait qu'après le grand débat, tout le monde rentre à la maison et que la contestation populaire cesse. Eh bien nous savons, et les Gilets jaunes pourront en témoigner mieux que moi, que ce n'est pas parce que c'est la fin du grand débat que ce sera la fin de la mobilisation. Et dans le moment, nous voyons aussi se multiplier des cadres de mobilisation particulièrement intéressants. J'en parlais tout à l'heure, la question climatique. Le climat, aujourd'hui, est une question centrale. Et nous saluons également ces jeunes étudiants, lycéens, qui se mobilisent maintenant chaque semaine, tous les vendredis, pour faire des injonctions au gouvernement et à dire il faut que vous soyez à la hauteur en matière climatique. C'est-à-dire que maintenant, vous allez avoir non seulement tous les samedis les gilets jaunes, mais en plus tous les vendredis, bravo à eux, les lycéens, les étudiants pour le climat. Et vous devez noter à votre agenda, la date du 16 mars. Nous serons précisément le lendemain de la clôture du grand débat. Et les Gilets jaunes appellent d'ores et déjà à une étape importante de leur mobilisation. Malgré la répression qu'ils ont eu à subir et qui se poursuit, malgré le fait que, alors que M. Castaner nous dit qu'il y aurait 200 ou 300 casseurs dans le pays, il y a des milliers de blessés dans ce mouvement. Halte à ce gouvernement et à sa dérive autoritaire insupportable. Le 16 mars, il y aura une grande mobilisation. Et c'est le même jour où il y aura de grandes marches climat à travers le pays. Nous espérons de tout cœur que puissent se donner à voir des masses importantes dans le pays de gens mobilisés pacifiquement pour dire une chose. Fin du monde, fin du mois, même responsable, même combat. Vous avez vu que parmi les sujets évoqués dans le cadre du grand débat, mais soulevés bien avant ce grand débat par les Gilets jaunes mobilisés, il y a le sujet de la fiscalité. Et je dois vous raconter une anecdote qui est quand même assez fameuse. C'est que ce midi, alors que je m'apprêtais à prendre le train pour vous rejoindre ici, j'étais en gare, et pour protéger la personne dont je vais parler, je ne vais pas dire de quelle gare je suis parti, mais je m'apprêtais à prendre le train quand soudain, un jeune homme vient me voir, j'étais avec mon assistant parlementaire, il me dit « Monsieur Caténins, vous êtes passé devant le stand du grand débat national et vous vous êtes même pas arrêté. » Je dis « Qui vous êtes ?» Il avait autour du cou un cordon avec une petite carte plastifiée marquée Grand Débat National. Tout ça avait l'air très officiel. Et il me dit moi je travaille pour le Grand Débat, voilà, c'est comme un job étudiant et je suis payé pour faire ça. Et donc je tiens le stand et les gens peuvent venir donner des doléances. Alors je lui raconte ce que nous pensons du Grand Débat et pourquoi nous ne voulons pas y donner de crédit dès lors qu'on sait que tout ça va aboutir sur de la déception d'abord et avant tout, puisque Emmanuel Macron lui-même a dit qu'il ne changerait rien. Et puis il finit par me dire bon, j'avoue que je suis assez d'accord avec vous, c'est un peu de la foutaise, c'est le terme qu'il a employé, parce que moi je vois les questions qu'on nous demande de poser aux gens et le cadre qui est posé.
Par exemple, on nous demande, alors, où vous voulez couper dans les dépenses publiques alors, vous voulez moins d'impôts ou moins de services publics, par exemple? Voilà le type de questions qui sont posées. C'est-à-dire que ce jeune homme avait bien compris à la lecture des questions qu'on lui demandait de poser, et il me l'a dit comme ça. Il m'a dit, en fait, je crois que j'ai compris. Peut-être que Macron veut faire croire, en sortant du grand débat, que les Français aspirent à un projet, le sien. Et je crois que c'est véritablement ce qu'ils vont essayer de faire. Parce que Emmanuel Macron, il est quand même habile, il est malin. Il essaye de tirer profit de toute situation. Alors du coup, il va nous faire croire, par exemple, que les Français aspirent à diminuer de 30% le nombre de parlementaires. Tiens, comme par hasard, 30%. Tiens, pile le pourcentage de sa réforme constitutionnelle. Celle-là même qu'il a été obligé de mettre au placard au moment de l'affaire Benalla, laquelle a de multiples rebondissements depuis, mais qu'il entend ressortir peut-être à l'issue du grand débat pour dire « c'est vraiment ce que les Français veulent ». Mais il va y arriver. Alors il ne faut pas être dupe de ça. Et il faut saisir toutes les occasions pour lui rappeler. En matière de fiscalité, il ne manque pas de souffle. Parce que, alors que les Français se mobilisent pour la justice fiscale, eux entendent que les gens voudraient juste moins d'impôts pour tout le monde. Non, 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 pas pour tout le monde. Les Français réclament pas moins d'impôts pour tout le monde. Ils réclament la justice fiscale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, quand on paye l'impôt, pour pouvoir consentir à l'impôt, on veut vérifier que l'investissement a de la suite. Et que donc on investit dans les services publics, dans l'intérêt général. C'est vrai que c'est difficile de consentir à payer des impôts quand on voit les services publics toujours reculer, quand on voit que certains services qui étaient des services de proximité sont maintenant toujours plus éloignés. Là, oui, il y a un problème de consentement à l'impôt. Mais plus que tout, ce qui est mis en cause par ce mouvement, c'est la répartition de l'effort entre tous. Vous le savez, vous, parce qu'on vous l'a déjà expliqué maintes et maintes fois, mais comme la répétition fixe la notion, on va le redire à Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout l'effort pèse d'abord et avant tout sur les contribuables les plus modestes. Avec les 5 tranches d'impôts, tout l'effort pèse sur leur dos. Si l'on passe, comme on l'avait proposé avec la France Insoumise pendant la campagne de Jean-Luc Mélenchon, à 14 tranches d'impôts, alors on permet cet effet qu'il y ait une meilleure répartition par effet de lissage entre tous, mais surtout, avec la refondation de la CSG et sa progressivité, avec le système que propose la France Insoumise, vous devez noter ça, toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois, et ça fait beaucoup de monde dans ce pays, paieraient moins d'impôts. Voilà ce qu'il faut dire. Et ça, c'est une mesure de justice fiscale. Parce que quand vous voyez maintenant Édouard Philippe, qui manque pas de toupet quand même, en plein moment des Gilets jaunes, nous dire que maintenant il entend peut-être demander des contreparties à celles et ceux qui touchent les minima sociaux. Ça suffit. Foutez la paix aux gens. Voilà ce que nous leur disons. Foutez-leur la paix et allez plutôt demander des contreparties à celles et ceux à qui vous avez tout distribué. Parce que la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, ça a consisté à redistribuer 1 million d'euros par personne aux 100 Français les plus riches. Quand est-ce que vous allez leur demander des contreparties à eux? Parce que cet investissement est d'une nullité absolue. Ça ne profite pas à l'économie. Quand, Édouard Philippe, allez-vous demander enfin des contreparties à toutes les entreprises que vous avez gavées de crédits d'impôt compétitivité emploi, 20 milliards d'euros par an, 40 cette année par un effet de mécanisme qui cumule avec la baisse des cotisations et qui pérennise l'affaire. C'est extrêmement cher. Extrêmement cher. Pour quel résultat? On a fait le calcul aussi, on aime bien. Compte tenu de ce que le crédit d'impôt compétitivité emploi aura permis de créer ou de maintenir comme emploi. Parce que vous vous rappelez que c'était quand même ça le but, on l'a oublié. Souvenez-vous qu'à l'époque, Pierre Gattaz, il avait le petit pins 1 million d'emplois. Eh bien, compte tenu du nombre d'emplois que le CICE a permis de maintenir ou de créer, ça fait en moyenne 160 000 € d'argent public dépensé pour maintenir ou créer un emploi. Reconnaissez que c'est très cher l'emploi créé ou maintenu. Et nous disons haut et fort et avec fierté que la diminution du temps de travail dans la semaine et dans la vie, c'est beaucoup plus efficace pour créer de l'emploi et surtout c'est moins cher. Plutôt que d'aller embêter les pauvres gens qui touchent les minima sociaux et qui ne demandent qu'à pouvoir se réinsérer, allez pourchasser les fraudeurs et les évadés du fisc qui nous coûtent 100 milliards d'euros par an, plus de 1 600 € par an et par contribuable. Voilà le véritable hold-up, voilà qui sont les profiteurs, voilà ce qu'il faut pourchasser, voilà ce qui devrait vous obséder. Alors, bien évidemment, de tout ça se poursuit cette politique austéritaire que vous voyez à tous les étages, imposée notamment par l'Union européenne.
et qui permet cet effet que, à l'échelle du quinquennat, on va demander 60 milliards d'économies. 120 000 postes de fonctionnaires en moins, parce que ces gens se figurent qu'à tous les étages, on aurait besoin de moins de services publics, de moins de fonctionnaires. 200 000 contrats aidés, la suppression. C'est aussi cette logique d'austérité budgétaire. Et c'est aussi ce qui fait, par exemple, qu'Emmanuel Macron, spécialiste de la communication, peut se permettre de diminuer de 57 millions d'euros le budget qui sert à l'hébergement d'urgence et à la réinsertion des personnes qui sont sans domicile fixe, et dans le même temps faire une maraude un soir dans Paris, en toute discrétion, comme il l'a dit. Oui, mais comment ça se fait que vous êtes au courant? Parce qu'il a dit c'est en toute discrétion. Il voulait faire sa maraude en toute discrétion. Manque de peau pour lui. À ce moment-là, passait par là le photographe de l'Élysée, qui a immortalisé l'instant et qui a fait que ça s'est retrouvé dans tous les journaux. Lui qui voulait être discret. Quelle duplicité insupportable. Alors nous sommes réunis parce que le 26 mai, nous allons avoir une occasion. Aujourd'hui, les Françaises et les Français ont bien compris que dans le cadre actuel imposé de l'Union européenne, nous n'avions pas les leviers nécessaires pour mener une autre politique. Vous le savez, vous. Ici, en France, nous contestons le cadre de la Ve République et nous voulons passer à la 6e. Mais la Ve République, si détestable soit-elle, qui concentre tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme, en fonction de l'homme que vous choisissez, elle permet tout de même de mener des politiques plus ou moins différentes, vous en convenez. L'Union européenne, non. Quel que soit le dirigeant ou la dirigeante que vous choisirez, quels que soient les élus dont vous vous dotez, eh bien, vous êtes obligé de bouffer à grande pelletée du libéralisme économique, à tout bout de champ. Et ces gens-là sont des idéologues. Ils imposent la concurrence libre et non faussée à tous les étages, quel que soit ce que vous vendez, des pommes, des poires, des bananes, de l'énergie ou du rail, des télécoms, tout doit être soumis à la concurrence libre et non faussée. Et ne vous trompez pas, Emmanuel Macron, c'est la troïka à domicile. Il applique avec beaucoup de zèle toutes les directives de l'Union européenne. La casse du Code du travail, qui avait commencé ce quinquennat, souvenez-vous-en, moi je m'en souviens, avait été une directive européenne. L'ouverture à la concurrence de la SNCF, c'est une directive européenne. Bientôt, la prochaine cible, une fois que nous aurons passé les élections européennes, parce qu'ils avaient prévu de le mettre avant, mais finalement ils comprennent qu'il vaut mieux le mettre après, c'est peut-être plus prudent pour eux. Les retraites, la prochaine cible, c'est une directive de l'Union européenne. Vous devez savoir que chaque année à l'Assemblée nationale, nous votons le budget, souverainement, qui nous permet de décider ce que nous allons faire, où nous allons allouer l'argent et combien, à quel poste de dépense. Eh bien, ce vote du Parlement, d'abord, la Commission européenne doit se prononcer et donne son accord sur des budgets avant qu'ils soient soumis aux parlements nationaux. L'Union européenne telle qu'elle fonctionne empêche la souveraineté du peuple. Emmanuel Macron nous vend sans cesse l'Europe qui protège. Ils le disent à toutes les sauces. L'Europe qui protège, l'Europe qui protège, l'Europe qui protège. Mais est-ce que l'Europe protège la démocratie? Quand par exemple les Grecs font un choix démocratique et que derrière tout de suite la BCE et les autres viennent l'étrangler pour exiger d'elle autre chose que la politique qu'elle souhaiterait mener. Vous le savez, je parlais à l'instant du climat. Le climat nécessite que nous investissions beaucoup d'argent. Le GIEC estime que pour suivre les engagements en matière de limitation du réchauffement climatique, il faut investir beaucoup d'argent. Ils disent 2100 milliards d'euros d'investissement. C'est ce qu'il faudrait investir. Eh bien, dans le cadre de l'Union européenne, de ces traités qui imposent la règle absurde des 3% de PIB, on ne peut pas le faire. On ne peut pas respecter nos engagements. On ne peut pas investir de la manière dont il faudrait investir pour solder ce défi climatique que nous allons devoir de toute façon solder, quels que soient nos désaccords politiques. Parce que vous le savez bien, que l'on soit d'accord politiquement ou pas, que l'on ait tout type de désaccord, religieux, tout autre, tout ça va passer à l'as et être plus que secondaire face à la catastrophe climatique qui s'avance. C'est un défi qui met au pied du mur notre génération. Nous allons devoir nous en occuper. Eh bien, le cadre actuel de l'Union européenne l'empêche. Et c'est même pire, ça va à contresens. Parce que, alors que les engagements pris lors de la COP21 visaient au départ à limiter de 2 degrés le réchauffement climatique, ensuite, pris par l'enthousiasme, ils se sont dit on va faire 1,5, et finalement les engagements qui ont été signés, c'est 3%. À l'échelle de la planète, on estime que c'est à peine un tiers
des engagements qui sont pris qui suffisent finalement pour solder ce défi climatique. On est donc très loin du compte. Et Emmanuel Macron a beau être sacré champion de la Terre en parlant aussi en bras de chemise devant un fond de scène vert, ça ne suffit pas à faire un bilan écologiste. Pour l'instant, la seule chose vraiment ambitieuse qu'auront fait les macronistes en matière climatique à l'Assemblée, c'est d'avoir interdit les touillettes en plastique. Alors que ce qu'il conviendrait de faire est bien plus important. Vous avez suivi ça, par exemple, cette semaine, la météo. On est à la fin du mois de février, on a eu un temps de printemps, et encore, je suis sympathique. Et avec ça, on a eu des pics de pollution. J'en sais quelque chose, à Lille, ça a été très important. Alors que l'OMS dit qu'on ne devrait pas dépasser normalement plus de 3 jours par an en pic de pollution, on en est à 60 à Lille. On estime que 90% de la population, en gros, est soumise à un air bien plus pollué qu'il ne le faudrait. Ça fait des morts, 47 000 à peu près, morts prématurées par an en France. Et puis, même si on prenait le problème sous leur prisme à eux, le prisme économique, et qu'on ne leur parlait qu'avec la langue des sous, qu'ils ne connaissent uniquement, eh bien, on peut considérer que la pollution de l'air, compte tenu de tout ce qu'elle provoque, coûte 100 milliards d'euros en France par an. Voilà le problème que nous avons à solder. De la même manière, quand nous mettons la Macronie devant ses propres engagements, comme nous l'avons fait la semaine dernière, en proposant une loi dans le cadre de la niche parlementaire de la France insoumise, pour interdire le glyphosate à horizon 2020, eh bien, alors que nous étions largement majoritaires dans le pays sur cette question, on a vérifié, on est venu à l'Assemblée avec une enquête d'opinion. 89% des Français sont d'accord avec le fait qu'il faille interdire le glyphosate. Personne ne dit qu'on va le faire en claquant des doigts. Bien sûr, nous sommes conscients du fait que les agriculteurs sont dépendants d'un modèle avec lequel il faut en terminer. Mais on peut le décider politiquement et on sait faire. Les agriculteurs bio savent se passer du glyphosate. Mais il faut le décider politiquement, il faut l'organiser. Alors notre proposition de loi avait cette ambition, simplement de faire qu'Emmanuel Macron respecte ses engagements. Parce que souvenez-vous que fin novembre 2017, il écrivait un tweet, mais oui, le tweet n'a pas de valeur législative, monsieur Macron. Il écrivait un tweet où il disait « D'ici 3 ans, la France interdira le glyphosate ». Eh bien, nous l'avons pris au mot, Emmanuel Macron. Notre proposition de loi, c'était précisément 3 ans après son tweet. La France interdit le glyphosate. Eh bien, qu'a fait la Macronie? Rejet. On balaye d'un revers de la main cette question, comme s'il ne fallait pas en discuter. C'est-à-dire qu'ils sont même plus d'accord avec eux-mêmes dans l'affaire. De la même manière, parce que c'est un engagement de la France insoumise, et même avant, dès la campagne de 2012 de Jean-Luc Mélenchon, nous proposions le référendum d'initiative citoyenne, quand parce qu'effectivement les Gilets jaunes s'en sont emparés, nous le proposons à l'Assemblée, quand on nous dit que plus de 80% des Français sont d'accord avec ce système qui permettrait de conjuguer la stabilité des institutions et la capacité d'intervention populaire, que fait la Macronie? Elle balaye d'un revers de la main. Ce qui signifie une chose, c'est qu'aujourd'hui dans le pays, il y a un désaccord profond entre la représentation nationale et le peuple lui-même. Et normalement, quand on est à ce niveau de désaccord, qu'est-ce qu'on fait? On vote. Emmanuel Macron, lui, non, il fait son grand débat avec la conclusion que vous connaissez. Eh bien, nous n'avons pas peur de dire que les Français, à force de considérer tout cela, à force de voir que les traités européens sont appliqués quand bien même les Français votent contre, et ils ne sont pas les seuls, que l'Europe et l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui imposent des budgets d'austérité qui font que, pour seule perspective, pour seul enthousiasme, on vous demande de vous lever de courage chaque matin pour un projet politique qui vous ravit, faire des économies. Faire des économies, ça n'est pas un projet politique. Nous avons des défis absolument amples à solder. Il faut investir beaucoup d'argent pour ça, pour la transition écologique, pour faire le partage des richesses. Pour tout ça, il faut de l'argent. Et on sait faire. On a les compétences techniques, on a les ingénieurs, on a tout ce qu'il faut. Il ne manque plus que la volonté politique et le fait de sortir de ces carcans. Alors, quand les Français mettent tout ça bout à bout, ils voient bien une chose. Oui, l'Europe protège. C'est vrai, monsieur Macron, vous avez raison. L'Europe protège. Elle protège les multinationales, elle protège les plus gros pollueurs, elle protège les détenteurs de capital, mais elle ne protège certainement pas les peuples ni le climat. Et vous devez savoir que non seulement ils imposent l'austérité, mais qu'ils se font beaucoup d'argent avec ces politiques austéritaires. Parce que dans le cas de la Grèce, par exemple, ces 3 plans de sauvetage qu'on leur a attribués, en contrepartie, on leur a demandé des politiques austéritaires absolument incroyables. Tant et si bien d'ailleurs que vous devez savoir, parce que cela on en parle rarement, que des centaines de milliers de Grecs ont dû fuir leur pays pour aller chercher un avenir meilleur ailleurs.
Eh bien, après 3 plans de sauvetage et des plans d'austérité drastiques, la Banque centrale européenne aura quand même trouvé le moyen de se faire 8 milliards d'euros de profit sur les titres de la dette grecque qu'elle a rachetés auprès des banques privées. Voilà l'Union européenne qui est un cadre dans lequel nous refusons d'évoluer. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas tout confondre, pas biaiser le débat. Il y a souvent une confusion entre l'Europe et l'Union européenne, mes amis, dans le débat. L'Europe, c'est de la géographie. L'Union européenne, c'est de la politique. Et nous, c'est de ça dont nous parlons. Mane Montbry et ses colistiers n'ont pas l'intention de détourer la France et de l'arrimer pour la faire sortir de l'Europe. Ça ne veut rien dire. En revanche, oui, nous contestons un cadre politique particulier, celui des traités antidémocratiques, antisociaux et anti-écologiques. Et ça, c'est faire de la politique. De la même manière, vous devez savoir qu'il continue avec les traités de libre-échange, ce grand déménagement permanent du monde, qui ruine aussi nos engagements sur le climat. Et alors que, sans que vous n'ayez eu à en connaître, sans même que vos représentants, vos élus dont nous sommes à l'Assemblée n'aient eu à en connaître, Emmanuel Macron a accepté le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. Et figurez-vous qu'en ce moment, après avoir accepté le JEFTA et signé le JEFTA, ils sont en train de recommencer les négociations pour le TAFTA avec les États-Unis d'Amérique, qui ferait qu'on abaisserait toutes nos normes pour pouvoir permettre que ce grand marché existe. Voilà ce qu'ils font. Bref, vous le voyez, nous avons une ample tâche à réaliser. Et nous voulons envoyer au Parlement européen des députés européens de combat. Parce que quand nous voyons le travail que Younous Omarjee a réussi à faire seul au Parlement européen, quand nous voyons qu'il a réussi à dénoncer des lobbies, à dénoncer des intérêts privés contre l'intérêt général, qu'il a réussi à obtenir cette victoire sur l'interdiction de la pêche électrique tout seul, vous imaginez ce qu'on pourrait faire avec une multitude de députés insoumis au Parlement européen. Et puis surtout, ce que vous devez savoir, à l'heure où certains nous disent que vous êtes isolés sur vos positions en Europe, c'est que ces positions sont largement partagées. Et tout à l'heure, je n'ai pas été exhaustif quand je vous ai dit tout ce qu'on avait de très bon pour mener campagne. Je vous ai dit on a un programme, je vous ai dit on a une liste, et je vous ai dit de vous dire l'essentiel aussi. C'est qu'on évolue dans le cadre d'une coalition européenne qui s'appelle Maintenant le Peuple, et qu'il y a des partis amis à peu près partout en Europe qui partagent notre analyse et qui sont absolument certains, eux aussi, que le cadre des traités ne permet pas de mener une politique ambitieuse en matière écologiste et sociale. Oui, maintenant le peuple, c'est le mot que nous voulons leur opposer à ceux qui veulent rejouer systématiquement le conflit prétendu, le duel, nous dit-on, entre les progressistes d'une part, dont Emmanuel Macron serait, et nous de nous interroger pour savoir ce qu'il y a de progressiste dans Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il y a de progressiste à casser le code du travail, à mener ses politiques d'austérité, à supprimer des services publics, à s'attaquer aux retraites, à tout privatiser, à ouvrir la concurrence? Qu'est-ce qu'il y a de progressiste là-dedans? Et puis face à lui, il y aurait les nationalistes, les extrémistes, les Salvini, les Orban et les autres. Mais les amis, ce n'est pas un duel, c'est un duo. Les uns nourrissent les autres. Oui, ce sont les Macron, les Merkel et les Juncker qui continuent de dire qu'il n'y a pas de choix démocratique possible contre les traités européens, qui produisent non seulement l'abstention considérable que nous avons à connaître, mais aussi les Le Pen, les Salvini et les Orban. Et ce qu'on oublie de dire trop souvent, et que vous devez savoir aussi, c'est que Mme Merkel et M. Orban siègent toujours dans le même parti européen. Alors, il est où le duel, s'il vous plaît? Ça n'est pas un duel, c'est un duo. Le 26 mai est une date qu'il faut faire maintenant rentrer dans les têtes. C'est la priorité. On est le 28 février, demain nous serons donc le 1er mars. C'est perspicace, n'est-ce pas? Il reste donc exactement 30 jours. 30 jours pour que les gens puissent s'inscrire sur les listes électorales pour voter le 26 mai. Pour pouvoir voter le 26 mai, il faut s'être inscrit sur les listes électorales avant le 31 mars prochain. Par conséquent, nous devons toutes et tous être contagieux pour faire savoir, pour faire connaître cette information, pour expliquer aux gens comment on peut s'inscrire sur les listes électorales, comment on peut soit le faire depuis Internet ou se rendre en mairie. Mais nous devons avoir la responsabilité de
créer cette ambiance dans le pays où les gens vont dire celle-ci, on va y participer, cette fois-ci, on va y aller, et de signifier à Emmanuel Macron notre intention de lui coller une raclée démocratique le 26 mai, parce que c'est ce que nous allons faire le 26 mai prochain, et c'est un des objectifs que nous nous fixons. Le 26 mai prochain, avec la France Insoumise, nous vous proposons de faire d'un bulletin de vote plusieurs coups à la fois. D'abord, empêcher que l'on nous rejoue le deuxième tour pourri de l'élection présidentielle. Nous refusons ce deuxième tour qui serait imposé dans le cadre des élections européennes d'un duel prétendu entre M. Macron et Mme Le Pen. Ensuite, de signifier clairement à Emmanuel Macron qu'il ne peut pas se tirer d'affaire et sortir victorieux d'une séquence de 4 mois de mobilisation populaire contre lui pour la justice fiscale et sociale. Ensuite, dire clairement ce que nous pensons du cadre actuel de l'Union européenne qui nous empêche de faire l'essentiel sur tous les sujets que nous avons évoqués ce soir. Et enfin, d'envoyer l'équipe la plus nombreuse possible de parlementaires insoumis au Parlement européen. Voilà ce que nous allons faire le 26 mai. Et pour ça, il y a plus de travail à accomplir que de femmes et d'hommes pour le faire. C'est tous les jours, c'est à l'huile de coude. Il ne faut pas s'économiser pour mener cette campagne. Les militants le font déjà. Si à votre tour, vous êtes convaincus ce soir, soyez contagieux. Emparez-vous de ce scrutin du 26 mai. Ne le laissez pas filer entre vos doigts. Voilà. Avant que vous puissiez voir une petite vidéo qui résume notamment notre travail à l'Assemblée nationale, puisque c'est ce genre d'élus que nous voulons envoyer au Parlement européen, je vous remercie et vous dis rendez-vous le 26 mai à toutes et tous, et pas un jour ne doit manquer pour convaincre, porte après porte, argument après argument. Au travail, mes amis. Vous nous demandez de renoncer sur un sujet majeur à notre rôle de législateur, purement et simplement. Eh bien, pour notre part, nous vous opposons un grand non. Vous n'aurez pas notre blanc-seing pour pouvoir jouer les apprentis sorciers avec le code du travail. Mesdames et messieurs, ce sont 14 soignants qui se sont donné la mort en moins d'un an. Combien en faudra-t-il d'autres pour dire plus jamais ça? 5 €, c'est une somme qui permet de se nourrir pendant quelques jours pour beaucoup de personnes. J'ai fait les courses ce matin, monsieur le Premier ministre, elles sont là. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis. Tout le monde est remplaçable, dit-on. Je ne le crois pas. Il y a bien des écoles d'ingénieurs, de coiffeurs, de magistrats, d'enseignants, de plombiers, de journalistes. Mais il n'y a pas d'école pour le don de soi, pas d'école pour la générosité. Pour les pauvres, c'est toujours en millions. Pour les riches, c'est en milliards. Alors, Madame Buzyn, nous vous le demandons, délaissez un instant les belles paroles. Ne me répondez même pas un mot, pas une phrase. Je n'en sais pas outrer, faites simplement un geste. Sortez le carnet de chèques. Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a remis le monde humain en ordre. Il a réaffirmé la primauté de la compassion. Il a assumé la primauté d'un altruisme absolu. Celui qui prend pour soi la mort possible de l'autre. En ce sens, le lieutenant-colonel Beltrame est un héros de la condition humaine. Faut-il être une famille de fraudeurs fiscaux patentés dans ce pays pour recevoir quoi que ce soit de l'État? Faites payer ceux qui doivent payer plutôt que d'aller faire les poches à nos concitoyens. J'espère que le pays ne vous pardonnera pas. Nous vous demandons un scrutin public. Les noms des votants seront publics. Je les publierai sur ma page Facebook et je ne serai pas le seul. Ils circuleront à travers la France. Et ce vote, j'en suis convaincu, ce vote vous collera à la peau comme une infamie. Ici, dans cet hémicycle, permettez-moi de mettre en avant le drapeau 974 de la résistance. Voilà. Attends. Voilà la résistance. La séance est suspendue. Réal, voilà le symbole. Il paraît que vous demandez aux gens raisonnables de rester chez eux samedi. Eh bien, ils iront quand même dans la rue.
allez dire au monarque présidentiel que les gens raisonnables sont sur les ronds-points et dans les rues et qu'ils n'en partiront pas avant que vous ayez cédé pour de vrai ou que vous soyez parti. Cédez ou partez, et quand vous partez, cédez avant. Vous vous moquez du monde. Le peuple ne vous demande pas de reporter, mais de céder. Vous n'avez pas eu besoin de 6 mois de réflexion pour baisser les APL ou supprimer l'ISF. Monsieur le Premier ministre, la colère ne peut pas être reportée à 6 mois, parce que la souffrance, c'est maintenant. Vous êtes le visage à découvert des riches qui préféreraient changer de peuple quand ils ne parviennent plus à le maîtriser. Ce visage n'est pas celui de notre République. En France, ce n'est pas le roi qui change le peuple, c'est le peuple qui renverse le roi. Le peuple immaîtrisable et fier de sa liberté. Le peuple populaire qui se lève, là d'être écrasé. Voici le vrai visage de la République. Eh oui, le 26 mai, ce sont des élus de ce bois-là que nous voulons envoyer au Parlement européen. Et j'aime autant vous dire que à l'Assemblée nationale, nous trépignions d'impatience à l'idée de travailler avec eux. Parce que même si nous sommes dans 2 assemblées bien différentes, l'Assemblée nationale d'une part, le Parlement européen, des considérations qui peuvent ne pas toujours être les mêmes, mais nous n'envisageons pas le travail parlementaire autrement qu'ensemble. Il est clair que ces deux groupes de combat vont travailler et mener ce combat ensemble dès le lendemain du scrutin du 26 mai. Alors sans plus attendre, je vous demande d'accueillir avec toute la chaleur que je sens dans cette salle et avec tout l'enthousiasme que j'espère contagieux, notre tête de liste que vous avez connue comme porte-parole d'Oxfam, qui a déjà mené un travail absolument formidable, notamment contre la fraude et l'évasion fiscale, mais contre bien d'autres choses et avec beaucoup de propositions. Je vous demande d'accueillir Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise pour les élections européennes du 26 mai prochain.